Oui, j'ai une question pour Monsieur Pérez par rapport à la typologie. Il faudra traduire. Hein. Quelqu'un pourra traduire pour moi en espagnol. Par rapport à la typologie des ports, parce que nous sommes à Lorient, donc c'est le port de la Compagnie des Indes orientales. Et en fait, on sait que l'escale du Cap-Vert peut être essentielle pour les navires qui sont partis en retard, notamment, puisque ici, les derniers départs, en fait, pour l'Asie, c'est février, voire mars. Et donc, moi, je pensais que Praia était un port aussi, un port d'escale international, en quelque sorte, puisque il arrive que les navires de la Compagnie des Indes orientales françaises, en tout cas, s'arrêtent au Cap-Vert, fassent des vivres, et prennent de l'eau et même de l'argent aussi. Enfin, bon, la question que je me posais, c'est vous ne le faites pas apparaître dans votre typologie. Est-ce que c'est volontaire ou est-ce que c'est négligeable par rapport au fait que c'était plus l'aspect esclavagiste qui l'emportait? Bueno, la tipología que hemos comentado es aplicada en este caso, a puertos caboverdianos. Pero se nos iba de este estudio, pero yo creo que esa tipología también podría ser extensible a otros puertos archipielagicos al menos, del Atlántico. Efectivamente, la presencia francesa, que no daba tiempo, pero la presencia francesa es importante, sobre todo ya para el siglo XVIII, siglo XIX, en las islas de Cabo Verde. No es la principal, por ejemplo, una de las líneas que no hemos comentado también por falta de tiempo es a finales del siglo XVIII con Estados Unidos, ¿no? Que es esencial, ¿no? De hecho, hoy la colonia caboverdiana es mayor fuera del archipiélago que en el archipiélago, es decir, hay más población caboverdiana fuera que dentro, ¿no? Que también esa es una de las características que no tiene que ver con los puertos, de la población archipielágica macaronésica y en general de los territorios insulares atlánticos, que es la migración constante, ¿no? Por ejemplo, tampoco hemos hablado, aunque lo teníamos, con el tema de las secas, de la sequía. Entonces, yo creo que esta tipología puede ser extraíble para otros espacios también, pero siempre que se tenga en cuenta también la situación. Por ejemplo, Cabo Verde es un territorio colonial. En el caso de Madeira, en el caso de Azores, en el caso de Canarias, creo que tiene elementos, fundamentalmente son colonias, pero creo que tienen elementos de colonialidad y de no colonialidad. Por ejemplo, en Canarias se permite el comercio directo, sin intermediarios, sin tener que pasar por Sevilla o por Cádiz, con cualquier punto de Europa, cosa que no ocurre con las Antillas. Entonces, claro, ahí los modelos, las funciones también van a ser diferentes, porque no estamos en el mismo ámbito. Hay diferentes, es decir, yo pienso que el comercio atlántico y la actividad portuaria relacionada con el comercio atlántico es un engranaje, pero no es un engranaje de igual a igual. Es un engranaje en donde hay una centralidad o donde hay, digamos, controladores y donde hay controlados. Y entre esos dos márgenes también hay situaciones intermedias. Y yo creo que eso es necesario analizarlo. Y, desde luego, Francia, los franceses están presentes y no participan de los controlados, ¿no? Sino de los controladores. No sé si... Oui, j'avais une question pour Jacques Perret. Vous avez démontré à la fin de votre présentation qu'au XXe siècle, il y a eu des grands échecs dans l'avant-port de Verdun. Et est-ce que ça a à voir avec le fait que Bordeaux avait peu de contrôle sur cette zone, ou ce n'était pas une zone cruciale pour le développement de Bordeaux même?
où il y avait des alternatives pour le port, les activités portuaires de Bordeaux. Au contraire, Bordeaux a le contrôle total sur le Verdon. Hein, c'est le port de Bordeaux, port autonome, grand port de Bordeaux, qui contrôle l'ensemble des activités du Verdon, et aujourd'hui encore. Alors, le problème, c'est je ne suis pas bordelais. Hein. Bordeaux a une stratégie, d'une part, très hésitante au XIXe siècle. Ils ont peur, c'est vrai, qu'un nouveau port naisse, le syndrome là, de Saint-Nazaire, là, dont parle Bruno Marnot. Je pense que c'est une idée là, qui est très intéressante. Et puis après, au XXe siècle, je dirais qu'ils ne le font pas exprès. C'est pas volontaire. Mais Bordeaux, au XXe siècle, devient en quelque sorte un port, notamment après la Deuxième Guerre mondiale, devient un port un peu secondaire. Un port secondaire qui prend les bons créneaux, le pétrole, après le porte-conteneurs, les porte-conteneurs, mais comme c'est un port secondaire, l'activité essentielle va ailleurs. Et le pétrole, on le voit, il y a des raffineries de pétrole, mais pas très importantes, et lorsqu'elles ferment, l'appontement pétrolier du Verdon, évidemment, disparaît. Et pour les porte-conteneurs, c'est la même chose. Bordeaux, c'est un port secondaire. Et aujourd'hui, il y a encore des conteneurs qui arrivent, mais ces conteneurs, ils ne s'arrêtent pas au Verdon, ils remontent jusqu'aux ports satellites là, qui sont tout près de Bordeaux, près des zones d'activité. Et Bordeaux, à ce moment-là, n'arrive plus à implanter quelque chose de vraiment important et stratégique au Verdon, et d'où les différents échecs. Et ils essayent d'implanter, là j'ai pas eu le temps de le traiter, là, un port méthanier pour le gaz, quelque chose de très important. C'était voulu par Bordeaux, mais là, ceux qui ne veulent pas, ce sont les habitants de l'estuaire, de chaque côté, hein, pour des raisons aussi politiques, politiciennes. Et là, c'est en quelque sorte un refus écologique au sens large du terme qui explique l'échec du port méthanier. Mais aujourd'hui, on le voit bien encore, ils essaient de relancer le terminal porte-conteneurs, et ça ne marche pas. Il y a des problèmes internes à Bordeaux, problèmes sociaux notamment, puis toujours des problèmes de communication, de relation entre cette pointe qui est complètement isolée, encore aujourd'hui. Hein. Le Verdon, c'est un bourg, c'est un village de 1300 habitants, et la voie ferrée qui relie le Verdon à Bordeaux, c'est quelque chose de misérable, voie unique. On se demande comment des trains peuvent passer sur cette voie. Par route, c'est la même chose. Il n'y a pas de pont non plus sur la Gironde qui permettrait de communiquer directement avec le Nord. Ce qui fait que les élites portuaires bordelaises, de même les syndicats comme la CGT, qui sont pour effectivement le développement d'activités, ils se heurtent en quelque sorte, parce que ce n'est pas la mondialisation là aussi. Hein, les conséquences de la mondialisation qui fait que Bordeaux, c'est un port secondaire qui n'arrive plus à s'imposer sur, quelque sorte, le marché maritime mondial. Je crois que ça illustre deux choses que nous allons bien retrouver à plusieurs reprises. D'une part, l'arrière-pays et l'avant-pays bordelais ont chuté par rapport à la période de la splendeur. Les importations coloniales qui arrivaient à Bordeaux, aujourd'hui, ça n'existe plus dans cette ampleur. L'arrière-pays qui fournissait ses farines et ses vins, la sous-industrialisation fait que... Et puis, il y a aussi l'échec de l'avant-port, c'est le fait que, malgré tout, si l'entrée est difficile, la Gironde est quand même une belle entrée vers Bordeaux. Et la descente vers l'aval des équipements bordelais joue contre le Verdon. Bordeaux envoie vers l'océan ses équipements urbain. Et un avant-port dans cette situation, c'est très différent. Il a du mal à s'implanter. De Saint-Nazaire-Nantes. Christophe ? Un micro, Christophe.
Toujours pareil, une question sur le Verdon. Bon, il y a eu des investissements assez lourds, semble-t-il, pour développer ce terminal pétrolier. Quel a été l'impact du politique? C'est un terminal qui se développe dans les années 60. On pense évidemment à Jacques Chaban-Delmas, le maire de Bordeaux. Est-ce qu'il y a une interaction? Est-ce qu'il joue au niveau gouvernemental? Comment il se finance, ce port? Oui, alors, je connais mal cette question-là. Encore, je suis pas dans en quelque sorte dans le milieu bordelais, c'est vrai. Mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a... Alors, ça fonctionne au niveau des gros investissements, au départ. On le voit bien quand même sur l'appontement pétrolier là, relancé à partir de ruines, hein, et ils arrivent à le reconstruire en quelques années. À mon avis, là, c'est une décision pas seulement du grand port du port autonome de Bordeaux, c'est une décision de l'État, visiblement. Là, il y a la volonté de créer un pôle sur les produits lourds, hein, le pétrole, de même que dans les années ensuite 1970, il y aura cette volonté de développer un pôle à la fois de grand commerce maritime, les conteneurs, et aussi un pôle industriel. Il y a un remblaiement de terrain qui est absolument énorme, hein, sur l'arrière et qui reste vide, et qui a comme conséquence d'ailleurs au passage de détruire totalement l'économie huîtrière. Les huîtres, le port aux huîtres disparaît à ce moment-là, que tout est envahi. Et là, je dirais que le politique n'a plus vraiment est dépassé en quelque sorte par un phénomène économique là, international. Quand les navires décident de ne plus venir, quand les lignes de porte-conteneurs ne font plus escale au Verdon, qu'est-ce que vous voulez faire, hein? Et alors, décision politique, là aussi, pour le port méthanier, l'essai de port méthanier, mais là, c'est pour des raisons politiciennes. Le secrétaire d'État au transport, à l'époque, c'est Dominique Bussereau, qui est un élu de la côte en face, Royan, qui vit du tourisme. Et Royan ne veut pas voir, à quelques kilomètres de ses plages, évidemment, un port méthanier avec des torchères, etc. Donc là, il y a d'autres raisons, en quelque sorte, politiques, qui expliquent le phénomène. Une dernière question. Bonjour, donc ma question est pour notre ami Amandio Jorge Moraes. Donc vous avez dans votre communication, vous êtes arrêté sur les activités des négociants portugais, enfin de Porto, sur le littoral africain, notamment à Ceuta. Et alors, Ceuta, comme on le sait, était le point de départ des grandes découvertes géographiques portugaises. Alors, ma question est, avez-vous d'autres éléments sur les autres ports de la façade atlantique marocaine? Parce qu'on sait que au moins 4 ports ont été pris par les Portugais et leur présence a duré un siècle. Pour le port de Safi, pour le port aussi de Tanger, effectivement, mais aussi le port d'Assila. Et pour certains ports, ils sont restés 3 siècles. Donc, avez-vous des éléments par rapport, des éléments sur les relations commerciales avec ces différentes factorías, comme on les appelait à l'époque? Merci. Oui. Merci pour votre question. J'essaierai de répondre en français. Oui, j'ai publié un petit texte qui sortira, je pense, dans un mois par l'Académie de Marine, l'Académie de Marine portugaise. C'était un colloque sur la conquête de Ceuta. Et j'ai étudié le rôle des ports avec Ceuta et les autres places africaines, nord-africaines. Ce qui m'intéressait plus dans l'analyse des relations entre les ports du Nord et les places africaines était surtout la navigation et la logistique et l'intérêt que
abastecimiento Ravitaillement. l'avitaillement, merci. L'avitaillement des places qui a été très important pour changer même l'architecture de quelques navires. Il y a beaucoup d'éléments qui parlent des navires qui départent, par exemple, de Porto, et tous les changements qui ont été nécessaires de faire dans les navires pour ça, pour transporter des différentes marchandises pour là. D'autre part, je pense qu'il est important de penser au moins au négoce de la navigation. Parce que nous savons, ça c'était une longue question, que la relation entre les ports portugais et les ports nord-africains n'était pas bonne. Tout le monde a perdu d'argent. La couronne a perdu beaucoup d'argent. Et l'Armata, non, ils ont gagné beaucoup d'argent. Ils ont été intéressés. Et ça, c'est très intéressant parce que je pense que c'est une relation très complexe. On peut être en contact et je vous donnerai le texte. C'est mieux expliqué là. L'accroissement des tonnages, le changement des navires, les négoces d'avitaillement, tous les gens qui sont dans ce négoce, ça c'est très important, oui, merci. Je ne sais pas si j'ai... Merci beaucoup pour ce premier atelier de travail.